Donc, bonjour tout le monde. Vous êtes dans la diffusion en direct du podcast de Ma classe en boîte. On va laisser le temps là, à tout le monde de se connecter avec nous. Sinon, en attendant, moi, c'est Marika Claude Couture, l'enseignante de Ma classe en boîte. J'ai avec moi Claudia Saint-Pierre, qui est la fondatrice de l'entreprise. Puis, on a une invitée spéciale aujourd'hui, Fabienne Lavoie, qui va parler avec nous de gestion des émotions. Là, donc, un sujet qui n'est pas directement lié là, à la pédagogie et aux apprentissages, mais qui peut grandement vous aider à ce que les devoirs, l'école à la maison et tout là, se passe dans l'harmonie et que tout aille mieux. Donc, on va Marika, on va peut-être attendre un petit peu, que les gens se connectent. Là. Donc, je suis bien heureuse aujourd'hui là, de parler de ce sujet-là. Je trouve que c'est un sujet important. Donc, on va attendre un petit peu là, que les gens puissent se connecter. S'il y en a qui commencent à se connecter, vous pouvez nous envoyer un petit coup là en bas, juste un petit pouce ou un petit commentaire là, si c'est un sujet qui vous intéresse. Si vous avez des questions à poser aussi, là, vous pouvez les poser. Puis notre invité, ça va se faire un plaisir de répondre là, en direct. Au meilleur de mes capacités. Oui. Puis n'hésitez pas à poser des questions, même si vous écoutez le podcast là, en rediffusion après l'enregistrement. Nous, on va les prendre en considération. Puis dans d'autres épisodes, éventuellement, on pourra y répondre. Puis sinon, le podcast va être disponible là, sur les mêmes plateformes que d'habitude, YouTube, après l'enregistrement en direct. Puis, faites votre demande d'adhésion au groupe privé Ma classe en boîte pour tous parce que les prochains podcasts vont seulement être diffusés dans le groupe privé. Donc, aujourd'hui, c'est un petit spécial pour vous donner un avant-goût de nos épisodes. Puis, après, ça va être seulement dans le groupe privé. On va bientôt pouvoir commencer. Bon, donc on a déjà des gens, là, je pense qu'on peut commencer. Oui, on a déjà, effectivement, on a déjà des gens qui disent, qui nous disent des coucous. Donc, bien heureuse que vous nous suiviez dans cet épisode-ci. Aujourd'hui, je vais juste nous renommer, vu qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Donc, moi, je suis Claudia Saint-Pierre, je suis la maman fondatrice là, de Ma classe en boîte. Je suis avec Marika Claude Couture, qui est notre enseignante, et avec Fabienne Lavoie, qui est notre spécialiste aujourd'hui, à qui on va poser beaucoup de questions. Donc, on peut peut-être commencer justement en laissant la parole à Fabienne pour qu'elle puisse présenter son parcours, à quoi elle s'intéresse et qu'est-ce qu'elle peut nous parler un peu, de quoi elle va nous parler aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Fabienne. Je suis candidate à la maîtrise en psychoéducation. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en psychoéducation. J'ai fait mon expérience, en fait, est pas mal en scolaire. J'ai fait mon stage en scolaire au primaire. J'ai travaillé comme agente de réadaptation. Donc, ça, c'est avec un baccalauréat, le poste que tu peux occuper dans des écoles. Mais avant ça, même pendant mon parcours scolaire au bac, j'ai travaillé comme technicienne en éducation spécialisée aussi dans les écoles primaires. Puis, j'ai aussi été agente de réadaptation à l'école des adultes. Fait que l'éducation, c'est pour tous les âges. Donc, j'ai pas mal flirté un peu là-dedans. Puis, c'est ça me passionne, la psychoéducation en général. Je le sais là, que c'est comme peut-être pas toujours clair non plus. C'est quoi la psychoéducation? C'est quoi la différence entre différents corps de métier? Fait que si ça vous convient, les filles, on pourrait partir avec ça. Exactement. On a souvent cette question-là, d'ailleurs, de la part de parents qui on consulte dans telle ou telle situation. Là, fait que ça va être vraiment pertinent si tu peux nous éclairer là-dessus. Effectivement. Puis, tu sais, c'est vraiment normal aussi d'être un peu perdu à travers tous les services qu'on peut avoir, les professionnels, qui je vais voir. Sachez que si vous allez voir un professionnel parce que vous avez l'opportunité d'aller en voir un à un certain moment, il va vous référer s'il voit que ce n'est pas dans son champ d'expertise. Fait que, sachez-le tout de suite qu'il n'y a pas de bonne personne à aller voir en premier ou pas. En fait, la psychoéducation, je vous dirais qu'un psychoéducateur va vraiment être là pour évaluer les difficultés d'adaptation d'une personne, mais aussi ses forces, ses capacités adaptatives. Ensuite, peut élaborer un plan d'intervention avec ses observations, ses évaluations, puis mettre des interventions aussi en place. Puis c'est tout le temps en fonction de la personne, mais la personne, elle, se développe dans un environnement. Puis on va aussi travailler avec l'environnement. Fait que ça veut dire vous, les parents, qui est un facteur
important, je pense que c'est pas un mot assez fort, là, c'est déterminant, c'est primordial de travailler avec les parents, selon moi, parce que vous faites partie intégrante de la vie de vos enfants. Ils vous regardent, ils vous prennent comme modèle, fait que c'est super important de travailler avec vous, aussi avec le milieu scolaire, des fois aussi à la maison. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la maison qui ont un impact sur le milieu scolaire, sur les études de vos enfants, sur leur morale, leurs émotions, justement. Fait qu'on travaille pour s'assurer qu'au final, il y ait un équilibre entre, en fait, pour que la personne soit le mieux adaptée possible en fonction de l'environnement. Fait que des fois, on va travailler des choses dans l'environnement, on va travailler des choses aussi avec l'enfant, puis les parents, puis ensemble, ben, ça forme quelque chose, on espère, qui va bien, là, tu sais. Fait que je vous dirais que c'est ça pour la psycho-aide. C'est assez clair? Oui. Parfait. Très clair, très clair. Puis pour ce qui est de, par exemple, un psychologue, bien, premièrement, pour être psychoéducateur, à la base, il faut avoir une maîtrise. Donc, moi, présentement, je ne suis pas psychoéducatrice. Je suis étudiante à la maîtrise en psychoéducation, donc je ne peux pas porter ce titre-là. Un psychologue, pour être psychologue, tu dois avoir un doctorat en psychologie. Puis, un psychologue va davantage travailler sur l'évaluation du fonctionnement psychologique puis mental d'une personne. Va, par exemple, déterminer c'est quoi les bons traitements à avoir, les interventions, peut parfois même les faire ou référer aussi à différents professionnels. Fait que parfois, moi, je vais, tu sais, les psychoéducateurs, les agents de réadaptation, les intervenants peuvent, par exemple, référer à un psychologue, mais l'inverse aussi est aussi vrai. Un psychologue peut référer en psychoéducation ou à d'autres intervenants, même avec des techniciens en éducation spécialisée, c'est aussi quelque chose de possible qu'on entend peut-être moins souvent, mais c'est possible. Fait que je vous dirais que c'est ça. Puis, c'est super intéressant. Technicien, dans le fond, en éducation spécialisée, Oui. qui est avec la technique là, au cégep. Qu'est-ce qu'on a comme différence de services là, qu'ils peuvent offrir ou de leur domaine, là, en quoi ça diffère de la psychoéducation? Bien, en fait, je vous dirais que c'est assez difficile, puis surtout dans le terrain aussi, des fois, on voit que dans certaines écoles ou dans certains milieux, la ligne est mince quand même. Mais en fait, comme tu l'as dit, Marika, là, les techniciens d'éducation spécialisée ont une technique, puis vont davantage, je vous dirais, être sur le terrain. Ils vont vraiment être dans le vécu partagé, le ici maintenant, avec l'élève, avec l'enfant. Fait que souvent, ils sont nos yeux. Parce que des fois, moi, je peux être, ou un psychoède, par exemple, peut être plus dans un bureau. On va quand même être sur le terrain. Là, on se partage quand même beaucoup ça. C'est le vécu partagé. Ça fait vraiment partie là, de la psychoéducation en général, mais l'éducation spécialisée partage ça avec nous définitivement. Puis, ils vont souvent appliquer ce qu'on leur dit de faire. Ils vont aussi nous apprécier. Donc, dans le fond, par exemple, dire ben écoute, moi, cet enfant-là, j'ai observé tel comportement. Je m'inquiète. Ils vont vraiment être nos yeux pour que nous, ensuite, on puisse dire OK, ben tu penses que ça a besoin d'une évaluation plus profonde? À ce moment-là, nous, on va faire l'évaluation. Puis, on va pouvoir ensuite établir le plan d'intervention. Souvent, les techniciens en éducation spécialisée sont inclus dans le plan d'intervention pour travailler certaines choses avec les enfants pour s'assurer que ça soit mis en application aussi. Dans le fond, là, si moi, en tant que parent, j'ai un enfant qui a vraiment qui est turbulent ou qui s'oppose tout le temps, j'essaie de faire l'école à la maison, puis ça ne fonctionne pas, je peux faire appel à des services. Puis au pire, si ce n'est pas la ressource, là, ils vont me référer vers d'autres ressources s'ils soupçonnent un problème, là, disons, plus d'ordre psychologique qui irait plus vers un psychologue. Là. Exactement. Parfait. Super. Exactement. Puis je dirais même que, tu sais, dans les exemples que tu me donnes, Claudia, je pense vraiment que ça pourrait vraiment être en psychoéducation, tu sais, au début. Puis si on voit, tu sais, par exemple, si je pense qu'il y aurait peut-être un diagnostic qui amènerait des services, tu sais, par exemple, si je me dis, avec qu'est-ce que je vois, il y aurait peut-être une possibilité d'autisme, par exemple, tu sais, d'un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Moi, je ne peux pas diagnostiquer jamais, jamais, jamais. Et les psychoéducateurs non plus, là. Par contre, ça, c'est un acte réservé qui est pour psychologues et médecins. Donc, à ce moment-là,
si le parent me dit « je suis épuisée, j'aurais besoin de services », puis que moi, mes observations puis les évaluations que je fais, je me rends compte qu'il y aurait peut-être des possibilités qu'on ait un diagnostic qui offrirait des services à la famille. À ce moment-là, je référais en psychologie pour avoir éventuellement une évaluation. Puis, Parce que ces services-là sont payés présentement ou là, on ne tombe plus dans le domaine du privé, on tomberait avec des services publics. exactement. Dans le fond, le CRDI là, offre des services quand certains. Tu sais, des fois, c'est ça. Des fois, c'est que ça prend un diagnostic. Tu sais, je ne suis pas forcément pour les diagnostics, mais je pense qu'il y a certains besoins, des fois, que ça répond, là, malheureusement, dans notre système, comment il est fait. Des fois, il faut un diagnostic pour avoir une cote, par exemple, dans le milieu scolaire, pour que le milieu ait un certain budget ou tu sais, qu'on ait des services comme des TES, par exemple, spécialisés là. À l'école. À l'école, c'est ça. Ça, admettons, un coup qu'on a soit un diagnostic ou qu'on a identifié, disons, certaines problématiques, à partir de là, dans le plan d'intervention, est-ce que tu peux nous donner des exemples de qu'est-ce qui va être mis en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des limites en tant que parent à ce qu'on peut faire pour interagir avec un enfant qui a une difficulté particulière? Donc, c'est ça. J'aimerais ça comprendre un peu là, comment que. Parce que là, c'est bien beau, là, on fait évaluer l'enfant, on a un plan d'intervention. Qu'est-ce qu'on fait avec? En fait, c'est ça. Normalement, quand tu as un professionnel avec toi, ben, il te guide là-dedans aussi. Tu sais, là, c'est un peu difficile de répondre à cette question-là quand on n'a pas de situation précise parce que, tu sais, nécessairement, si ton enfant, par exemple, s'oppose versus si, par exemple, il y a des rigidités cognitives, ça ne sera pas les mêmes interventions qui vont être faites. Mais habituellement, ton intervenant est capable de te guider dans qu'est-ce qui serait mieux, selon mon évaluation, selon mes observations, mais aussi et surtout selon ce que les parents me rapportent. Si les parents, moi, il y a certaines choses que je peux voir, par exemple, à l'école, puis que les parents disent, moi, à la maison, je ne vois pas du tout ça. Ou l'inverse. Des fois, les parents me disent, à la maison, je vois telle sorte de comportement, puis à l'école, moi, je ne vois pas ça. Fait que c'est surtout important de communiquer ensemble à ce sujet-là. Puis si les parents ne se sentent pas assez soutenus ou outillés, je vous dirais que c'est aussi important d'en parler aux professionnels là, que vous consultez. Et je pense qu'on n'en parle pas assez aussi. Ça peut être malaisant de dire, ben je ne veux comme pas lui dire que ça ne me sert pas, mais je ne pense pas que je vais être capable de réaliser tel moyen. Je trouve ça trop compliqué. Bien, parlez-en, puis c'est notre travail de trouver des moyens qui vont aussi convenir à toute la famille. Là. Donc, il y a un suivi là, après. Exactement, effectivement. Le suivi, ça peut ressembler à quoi? C'est toutes les semaines, plusieurs fois par semaine? Ou c'est on va du cas par cas? Oui, bien exactement. C'est du cas par cas, puis ça dépend aussi beaucoup des milieux. Tu sais, ça dépend si on va au privé, si on est au public. Mais par contre, il y a beaucoup de formules. Ça peut autant être, habituellement, je vous dirais que c'est environ une fois par semaine, mais des fois, ça peut s'espacer aussi. Puis je vous dirais là qu'il y a autant des suivis individuels que de sous-groupes. Fait que, par exemple, avec 3-4 élèves qui ont des difficultés semblables, puis aussi des interventions de groupe qui peuvent se faire. Puis, moi, j'avais une question aussi. Là, on parle du suivi, une fois que l'évaluation, les premières rencontres ont été faites. Dans un contexte scolaire, c'est sûr que c'est plus facile là, de voir les difficultés, de voir les problèmes parce que, bon, l'enseignant peut comparer, c'est son milieu aussi. Il va voir quand il y en a un là, que ça sort du lot, qu'il y a peut-être des difficultés. Puis, il y a souvent des ressources dans les écoles directement. Si on est en contexte d'école à la maison, comment on fait pour savoir, là, ça, c'est pas normal qu'il s'oppose comme ça ou, ben non, c'est normal qu'il soit pas super intéressé par ses devoirs, par exemple, parce que tous les enfants sont comme ça. C'est dur de trouver la ligne, surtout quand c'est le premier enfant. Est-ce qu'il y a des conseils pour voir un peu à quel point, c'est juste normal ou il faudrait peut-être faire quelque chose avec ça, il faudrait peut-être aller consulter. Bien, je vous dirais que si ça l'affecte le fonctionnement familial, puis si ça vous affecte vous aussi, ça vient vous chercher, que vous commencez à dire, là, je ne me reconnais plus, on dirait que je suis tout le temps fâchée contre mon enfant, je ne sais pas ce qui se passe, qu'il y a un changement de comportement aussi, contrairement à d'habitude, votre enfant, par exemple, pouvait être très volubile, parler beaucoup, puis là, tout d'un coup, il est amorphe, il ne parle pas, tu as l'impression que ce n'est plus ton enfant. Ça, c'est comme déjà des signes en partant que
peut-être que ça serait bon d'aller consulter un professionnel qui, à la limite, je veux dire, vous pouvez l'appeler, expliquer la situation, puis des fois, il peut vous outiller comme ça sans nécessairement amorcer un suivi, là. Si c'est général comme questionnement, ça peut vraiment le faire, là. Aussi, je vous dirais qu'il y a des sites comme, par exemple, Naître et Grandir. Là, je tiens à préciser qu'il faut quand même que ça soit d'un degré de fiabilité, là, parce que, on ne peut pas se fier à n'importe quel site, mais par contre, pour connaître le développement d'un enfant, le développement dit normal, à ce moment-là, Naître et Grandir peut être un excellent site à se référer. Si, par exemple, vous doutez que votre enfant, il ne dit pas tant de mots, il ne parle pas tant, vous ne savez pas si c'est normal, Naître et Grandir peut être une belle référence aussi. Puis ça l'explique aussi le développement de l'enfant. Tu sais. Est-ce que c'est normal qu'à 2 ans, mon enfant, il s'oppose? Il dit souvent non, non, non à tout. Mais tu sais, si vous vous référez au site Naître et Grandir, ça va quand même vous donner aussi une idée. Mais je vous dirais, restez pas dans le doute. Dans le meilleur des... Bien, en fait, dans le meilleur, je dis entre guillemets, vous vous faites dire tout est correct, c'est normal. Puis dans l'autre cas, on dit hey, ben, je suis contente que vous soyez venu me voir, puis on va travailler ça ensemble pour que ça aille mieux. Fait que, tu sais, dans les 2 cas, je pense qu'on ne se trompe pas. Je pense que c'est demandé aussi, en fait, dans les suivis médicaux, là, jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près, là, à chaque visite, là, soit la super infirmière ou le médecin va demander des questions comme ça. Puis il va identifier justement, tu parlais, est-ce qu'il sait tant de mots, est-ce qu'il est capable de, tu sais, bon, au niveau de la motricité fine quand ils sont plus jeunes et tout ça. Tu sais, je portais pas vraiment attention mais quand tu viens de me dire ça, ça m'a tout de suite flashé. Dans le fond, on l'a un peu, cette référence-là, face à un professionnel là, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, là, quand les enfants. Mais après ça, c'est fini, là, les suivis. Les suivis, c'est pas à toutes les années. Donc, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est là que ça peut tomber un peu plus difficile là, d'identifier. Puis, tu sais, Marika, tantôt, tu disais, surtout au premier enfant, mais les enfants sont tellement différents l'un de l'autre. C'est ça, exact. Tu sais, on peut pas savoir vraiment, là, tu sais. Puis, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus mettons, des trucs, tu sais, qu'on pourrait donner aux parents, comme des trucs de base, là, tu sais. Est-ce qu'il y a des choses, tu sais, en tant que parent ça, là, il faut vraiment jamais faire telle ou telle chose, là, intervention, là, disons, avec les enfants? Est-ce qu'il y a des choses complètement à proscrire qui peut nous emmener, nous entraîner, là, dans le fond, dans ce cercle-là un peu d'enfants qui va se rebeller un peu ou qui va avoir des mauvais comportements là, dans la famille, là? Mais je vous dirais que, tu sais, ce qui me vient en tête automatiquement, c'est tout ce qui est violence physique, violence verbale, tout ça, c'est à proscrire officiellement. Est-ce que là, je sens déjà certains parents peut-être dire j'ai déjà levé le ton envers mon enfant, tu sais, pas de panique, ça arrive d'avoir des excès à certains moments. Par contre, il ne faut pas que ça arrive trop souvent, puis il faut surtout être conscient de ça. C'est arrivé, puis ensuite pouvoir mettre en place des propres stratégies pour notre propre gestion d'émotions pour pouvoir que ça ne réarrive pas, puis pouvoir en plus donner un modèle positif à l'enfant. Mais je vous dirais que ça, c'est comme vraiment à proscrire tout ce qui touche la sécurité physique, psychologique de l'enfant. On ne souhaite pas là, que ça ait une atteinte à ça. Sinon, je vous dirais que chaque personne a vraiment, tu sais, chaque parent a leur fonctionnement. Puis c'est comme à moi aussi de s'adapter quand je travaille avec eux à comment eux, c'est quoi leur valeur, c'est quoi la façon de procéder. Mais je vous dirais que généralement, j'ai tendance à dire que la communication, c'est super important. La cohérence. Puis, tu sais, quand je parle de communication aussi, c'est communication entre parents, mais aussi avec votre enfant. Parce que des fois, votre enfant peut vous exprimer des choses qui sont excessivement pertinentes. Puis un enfant qui veut se faire entendre va se faire entendre de n'importe quelle façon. Fait que c'est mieux de lui laisser l'espace pour se faire entendre qu'ils doivent crier pour le faire. Fait que ça, je vous dirais qu'à la base, c'est ça. La cohérence aussi entre les parents surtout.
entre les règles qu'on demande, le cadre qu'on demande. Tu sais, c'est pas négatif avoir un cadre, au contraire, ça peut être très sécurisant pour les enfants, en autant que le cadre ne soit pas trop rigide ou trop flexible. Fait que souvent, là, ce que j'essaie de dire aux parents, c'est, tu sais, même si on essaie d'avoir 20 règles, ça va être difficile à maintenir dans le temps les 20 règles, à être tout le temps cohérent, puis en plus, à deux, tu sais. Fait que, tu sais, 5 règles, mettons qu'on se dit, ça, c'est vraiment important pour nous en tant que parents. Les deux, on les applique de telle façon. À ce moment-là, là, normalement, ça va quand même bien, ça facilite les choses. Parce que des fois, on veut tellement que ça aille bien, on en fait beaucoup, beaucoup, puis au final, ça devient contre-productif. Ça, c'est vrai que les parents, hein, il faut qu'ils s'entendent. C'est primordial là, que les parents s'entendent. Je vais juste, on vient d'avoir une question là, Oui. dans le chat. Là, je suis vraiment content là, que vous nous suiviez en passant là, en direct. Donc, dans le fond, il y a une personne qui mentionne que c'est difficile là, d'aller chercher un diagnostic. Les listes d'attente sont longues. Là, ça peut prendre 2-3 ans. Là, c'est en termes d'années là, qu'on tombe sur des listes. C'est incroyable. Effectivement, effectivement. Puis ça s'en va malheureusement pas en s'améliorant. Là, fait que cette personne-là a parfaitement raison. Puis tu sais, c'est pas. J'espère qu'en disant ça, j'ai pas fait comme si c'était la course au diagnostic non plus. Là, c'est pas, Non. c'est pas nécessaire d'avoir un diagnostic. Là, même, moi, je travaille avec beaucoup d'enfants qui n'ont pas de diagnostic, puis c'est parfait comme ça. T'sais, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement un diagnostic non plus pour travailler certains aspects du comportement là, de l'enfant. Là. Mais effectivement, si un diagnostic s'avère nécessaire, c'est vrai que les listes d'attente sont excessivement longues. Puis là, effectivement, il y en a beaucoup qui se tournent vers le privé même, là, où les prix sont effectivement beaucoup plus élevés pour avoir un diagnostic. Mais c'est possible au privé d'avoir un diagnostic quand même? Oui, effectivement, c'est possible. Souvent, il y a certains psychologues qui le font, des neuropsychologues aussi. Puis parfois, certains médecins peuvent le faire, mais souvent, ils réfèrent quand même aux neuropsychologues, là, la plupart du temps. J'ai une question vraiment. Tu me diras si c'est une mauvaise question, mais est-ce que Sûrement pas. Toutes les dans questions les sont bonnes. écoles, est-ce qu'ils reconnaissent le diagnostic quand c'est fait par le privé ou s'ils vont aller demander l'appui d'un diagnostic via le médecin de famille ou quelque chose? Ou est-ce qu'on a un psychologue ou un intervenant dans le privé qui a fait un diagnostic, fait que c'est correct? Oui, habituellement, c'est Oui, reconnu à ma connaissance, là. Tu sais, dans le sens que moi, si j'ai un dossier que les parents m'ont donné, par exemple, le rapport d'évaluation neuropsychologique, je veux dire totalement, là, il est on totalement. va avoir accès à tous les services quand même là, à l'école, puis on va avoir accès quand même aux autres services là, qui pourraient être gratuits. Là. À ma connaissance, oui. Il peut même avoir de la communication. Là, c'est sûr, ça prend le consentement des parents pour la confidentialité, mais si le parent autorise, bien, le psychologue au privé peut appeler là, des services, communiquer avec l'école, enseignant, peu importe. Là. Donc, le but, c'est vraiment d'aider l'enfant, puis pas là, de faire juste la compétition publique-privée. Donc, ça va être. Oui, mais si on sent que l'enfant va avoir besoin à long terme de plusieurs services ou d'un service qui peut être vraiment plus dispendieux dans le privé, ça vaut peut-être le coup d'aller payer un diagnostic dans le privé, puis pour après ça, se donner accès à des services gratuits. Là. On a une autre question là, justement par rapport à ça. Est-ce qu'il y a possibilité de réduire le temps d'attente pour un diagnostic au public si, par exemple, nous avons une référence d'un autre professionnel ou d'un médecin de famille? Là, donc, est-ce que ça va plus vite si quelqu'un dit que c'est une urgence, par exemple, ou tout le monde passe par le même temps d'attente? Oui, ben parce que je vous dirais qu'habituellement, la porte d'entrée, c'est souvent les médecins. Fait que, par exemple, les parents vont avec leur enfant voir le médecin et disent, ben là, j'aimerais ça avoir, je suspecte telle chose, j'aimerais ça avoir un diagnostic de rencontrer un professionnel pour éventuellement peut-être un diagnostic. Bien, à ce moment-là, la porte d'entrée est la même. Puis le problème actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'exode justement des professionnels vers le privé. Fait qu'il y a peu de professionnels au public. Fait qu'en fait, c'est qu'on n'a pas assez de professionnels pour pouvoir répondre à la demande. Fait que c'est pour ça que les listes d'attente sont excessivement longues. Puis ça finit que de plus en plus aussi qu'on attend, et de plus en plus que le besoin est là. Fait qu'il y a ça aussi qui arrive. Fait que malheureusement, j'ai pas de réponse magique. ouais, j'aimerais ça, par contre.
Mais Puis, je pense je vois d'autres commentaires aussi. Tu sais, c'est sûr que des fois, c'est long. On attend pour un professionnel en particulier pour un diagnostic. Il y a quand même moyen de travailler sur la difficulté de l'enfant. Tu sais, même s'il n'y a pas de diagnostic, bien, de consulter quand même quelqu'un d'autre, un professionnel peut-être plus accessible, de faire des recherches, d'avoir accès à d'autres ressources pour pouvoir quand même aider l'enfant. Puis si jamais il n'y a pas vraiment le diagnostic, mais il y aura quand même travaillé sur certaines difficultés, certaines problématiques pendant ce temps-là. Puis ça se peut là aussi qu'il n'y a pas de diagnostic, mais il y a quand même des difficultés ou liées au contexte familial, à des caractéristiques personnelles. Là. Fait qu'il y a quand même moyen, en attendant le diagnostic, de travailler sur les problématiques de l'enfant. Là. Totalement. Ça, je ne peux pas être plus d'accord avec ça. C'est ça. Si on revient là, juste à ce qu'on disait avant les questions, d'ailleurs, merci pour votre participation, tout le monde. Là, on apprécie vraiment, ça rend ça vraiment plus pertinent pour vous là, d'avoir des réponses à vos questions précises. Oui, puis s'il y en a qui nous écoutent en rediffusion, vous pouvez quand même poser la question, Oui. puis on va les prendre en note, puis on reviendra sûrement sur le sujet là, lors d'un autre épisode. Là, donc, puis on pourra répondre. Oui, je sens qu'on aurait des Ouais, choses à dire c'est un pendant sujet, vraiment longtemps. on pourrait passer Si des on heures. revient, c'est ça, là, aux interventions faites sur les enfants aussi, tu sais, des fois, les parents vont dire, OK, par exemple, là, un parent a fait une intervention sur l'enfant, moi, je n'étais pas d'accord, bien, peut-être que ce n'est pas devant l'enfant le moment tout de suite d'intervenir, tu sais, puis il perd comme la crédibilité d'un des deux parents. Là. Comment on fait pour, entre parents, quand ça arrive, dire, ben là, moi, je ne suis pas d'accord, mais je ne veux pas le dire devant lui, mais en même temps, tu sais, de ne pas trop savoir, là, les parents, souvent, se retrouvent un peu dans l'embarras, puis ne savent pas trop comment gérer ce style de situation-là. Ouais, c'est une excellente question. Mais en fait, là, comme je vous dis, c'est très important, Marca, qu'est-ce que tu as dit dans le sens de ne pas discréditer l'autre parent. Fait que, de faire, ah, mais ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu viens de faire? Premièrement, pour l'estime du parent, puis son sentiment de compétence, c'est pas agréable. Puis pour l'enfant aussi, ça donne comme un modèle de OK, fait que ce parent-là n'avait pas raison. Tu sais, ça donne quelque chose de moins intéressant, je vous dirais, là, au niveau de la cohésion parentale. Mais le seul moment où je vous dirais que ce serait correct, c'est si la sécurité de l'enfant est en danger. Ça, c'est correct. Mais sinon, mettons que la sécurité n'est pas en jeu, à ce moment-là, je vous dirais de laisser le parent aller, même si vous vivez votre inconfort de « je ne suis pas d'accord avec cette intervention-là », puis après ça, parlez-en. Ça peut être sous type de discussion, puis ça peut être dans un moment où, ben, j'espère en fait que ça va être dans un moment où vous avez pris en considération vos émotions, vous avez dit « OK, là, présentement, je suis trop fâchée pour en parler. » Je prends un temps de respirer. Vous pouvez juste nommer, tu sais, « Hey, j'aimerais ça qu'on s'en parle de tout tantôt. » Juste comme ça. Après ça, on en reparle plus tard. Vous nommez, tu sais, qu'est-ce qui vous a dérangé là-dedans? C'est quoi que vous auriez voulu faire? Puis aussi d'écouter l'autre parent. Parce que lui, peut-être qu'il a vu des choses où il a vécu quelque chose que vous n'avez pas vécu. Fait que, tu sais, des fois, l'ouverture puis l'écoute à l'autre aussi, c'est super important. Puis à ce moment-là, la plupart des parents réussissent là, au final à s'entendre sur OK, la prochaine fois, on va y aller comme ça. T'sais. Puis ça devient comme un compromis. Mais normalement, si c'est sur aussi les 5 règles, disons-le là, comme ça, que vous êtes entendus, bien, vous pouvez ramener ça. On s'était entendu que sur ça, on allait faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu as changé d'idée? Puis là, ça peut évoluer aussi à travers le temps, évidemment. Ça c'est, disons, un peu plus accessible là, quand les parents vivent encore dans le même foyer, mais c'est ça, j'allais dire, on pense pareil. Oui, en cas de parents qui sont séparés, comment on gère ça? Bien, effectivement, que ça aussi, c'est d'autres difficultés, mais en même temps, il y a des parents aussi qui s'entendent très bien et qui vivent séparément. Oui. Fait que peut-être que toute famille gère ça différemment. J'ai vu des parents qu'eux, il y avait comme des appels à un certain moment, tu sais, à la fin de la garde de un, ils appelaient l'autre un petit briefing de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Mais tu sais, on n'oublie jamais que même si on n'est plus un couple, on est toujours parents. Fait que vous êtes parents ensemble, ça, c'est cette aventure-là ensemble, vous n'êtes plus amoureux, c'est correct, mais vous êtes toujours parents. Fait que c'est quand même vraiment important de garder ce lien-là de peu importe ce qui s'est passé au point de vue conjugal entre vous deux, vous faites les choses dans l'intérêt de votre enfant. Puis les deux, vous l'aimez, votre enfant, ça, je suis convaincue. Là. Fait que ça reste que je pense qu'il y a moyen de s'entendre, de dire, ben là, tu sais, j'ai appris que telle chose s'était passée, j'aurais préféré ça. Est-ce que tu peux m'expliquer davantage aussi qu'est-ce qui est arrivé? J'aimerais ça comprendre. Fait qu'à ce moment-là, quand on exprime le besoin,
puis aussi qu'on a l'écoute pour entendre le besoin de l'autre ou la réflexion de l'autre, je pense que ça devient une conversation qui est tout à fait adéquate puis qui peut même être pertinente dans la réflexion de chaque parent. Là. Puis souvent aussi, tu sais, quand il y a une famille recomposée, ben là, les demi-sœurs, eux autres, ils ont le droit de le faire. Puis là, dans notre famille, à nous, non. Puis tu sais, j'ai l'impression que les parents ont des fois l'espèce d'impression que, ben là, tu sais, la belle-mère fait ça, il faut que moi aussi je le fasse. Ou tu sais, de se laisser un peu influencer par les règlements aussi dans l'autre partie de la famille recomposée. Ou ben, chez papa, j'ai le droit, pourquoi ici, je peux pas? Toi, je t'aime moins, tu sais, des choses comme ça. Est-ce que tu as des conseils qu'on peut donner aux parents pour que ça se passe bien, toujours dans la relation parent-enfant, là, pas mère-belle-mère, mais comment on peut faire pour que tout se passe bien, puis garder l'autorité de nos enfants, puis notre crédibilité, même si ça ne se passe pas comme ça dans l'autre famille. Mais il y a aussi la cohérence dans un milieu. Fait que, tu sais, il y a la cohérence entre les parents, mais il y a aussi les cohérences dans les milieux. Fait que c'est sûr que ça peut être, tu sais, c'est pas nécessairement optimal si il y a des règles complètement différentes chez un parent puis chez l'autre. Par contre, en même temps, si chez un parent, ça a toujours été comme ça, ben t'es chez moi, ça, c'est les règles de chez moi. Tu le sais, ça a tout le temps été comme ça. Versus chez l'autre parent, c'est comme ça, c'est correct. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Fait que, tu sais, l'aspect compétition aussi, est pas nécessaire, là, même que ça devient plus souvent qu'autrement plus négatif. Fait qu'au final, c'est que la cohérence dans le milieu dans lequel l'enfant évolue, normalement, si ça se maintient, il devrait pas avoir, l'enfant ne devrait pas percevoir quelque chose de pas correct là-dedans. Par contre, l'enfant peut peut-être soulever, bien, chez papa, on fait ça, mettons que c'est un couple hétérosexuel, chez papa, on fait ça, j'aime ça, puis j'aimerais ça qu'on le fasse ici. Bien, tu sais, soyez ouverts aussi à ce que l'enfant propose. Qu'est-ce qu'il aime là-dedans? Est-ce que c'est le fait de choisir, d'avoir plus de pouvoir dans les choix? Est-ce que c'est le temps de qualité avec l'autre parent? Est-ce que... Fait que, tu sais, essayez d'explorer ça aussi, puis ça peut être super intéressant de voir aussi qu'est-ce que l'autre apporte, qu'est-ce que votre enfant aime chez un, chez l'autre. Voilà. Puis aussi d'en parler avec l'enfant, justement. Là, on en parlait dans l'autre épisode, puis je pense que quand on va parler plus de gestion des émotions aussi, ça revient avec ça, bien, il faut que l'enfant il puisse s'exprimer, justement, parce que s'il ne peut jamais s'exprimer, c'est là qu'un jour, il va avoir comme une grosse colère, puis il ne sera plus capable. Ça va exploser. Fait que c'est mieux d'en parler, de le faire participer aux décisions, de le faire participer aux choix. Puis que ce soit pour les devoirs ou pour tout le reste là, de ce qui se passe à la maison, c'est la même chose. L'enfant, ben, il habite ici aussi. Là, fait que c'est sûr que le parent va prendre plus de décisions, mais on peut le faire participer selon son âge, le faire décider certaines choses. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Ben, je vais t'expliquer pourquoi on va le faire quand même, parce qu'il y a telle raison. Puis OK, mais on pourrait s'adapter. Il y a toujours moyen de communiquer avec l'enfant là, pour que ça se passe mieux. Effectivement. Puis tu sais, dans ce que tu dis, il y a aussi l'aspect de qu'est-ce qui vous tient à cœur? C'est quoi la base? Tu sais, la règle est là pourquoi? Fait qu'un enfant, par exemple, si l'enfant doit faire ses devoirs. Vous, ce qui vous tient à cœur, c'est qu'il fasse ses devoirs. Mais qu'il le fasse debout, qu'il le fasse assis, qu'il les fasse couchés par terre. Est-ce que ça peut être quelque chose sur lequel l'enfant a du contrôle? Puis de dire, ben au final, il fait ses devoirs. Il les fait sur le ventre par terre. Il a du plaisir. Il dit genre, hey, j'ai décidé que moi, je faisais mes devoirs par terre. C'est le fun, ça fait ludique, c'est différent d'habitude. Tout ça, mais l'important et la règle et le cadre que vous aviez mis, c'était il faut faire les devoirs. Mais la modalité, comment tu es fait, ou le choix de l'ordre de qu'est-ce qu'on fait en premier dans les devoirs, ça peut être toi qui choisis. Exact. Puis ça, c'est sûr que les devoirs, c'est une petite partie de la journée. En école à la maison aussi, là, on a beaucoup de parents qui disent tu sais, comment on gère la journée, mon enfant, ça ne tente pas, tout ça. C'est sûr que nous, on a certaines ressources, là, comme on leur a mis un coin-coin dans les boîtes, puis là, c'est la matière du coin-coin qui décide qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, c'est des petits jeux comme ça, des petits trucs. Faire l'horaire avec eux, beaucoup aussi, là, qu'on donnait comme truc aux parents, tu sais, au début de la semaine. Bien, on a notre case horaire vide, bien placée, tes icônes de matière, on va décider ensemble. Mais c'est ça, c'est que l'enfant, aussi, ça le responsabilise, là, je pense, de prendre des choix. Si on décide toujours pour lui, on le voit, là, moi, beaucoup au secondaire, des fois, là, je disais à mes élèves, OK, vous avez écrit un texte argumentatif, sujet au choix. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont tellement habitués de se faire donner les règles, puis ça va être comme ça va être comme ça, c'est ça là. Bien, c'est sûr que de le laisser choisir, puis en même temps, ça se peut que la première semaine, il ait mal choisi, puis qu'il ait mis toutes les mathématiques le vendredi, puis là, ça ne marche pas, mais il va avoir appris que ben, c'est pas comme ça, puis il va comprendre pourquoi après, on lui dit d'en faire un petit peu à chaque jour. Effectivement. Puis c'est ça, dans les erreurs,
il y a plein d'apprentissages qui sortent de là. Fait que d'accompagner l'enfant dans... Tu sais, ça se peut qu'il y ait une déception, tu sais, qu'il vive une déception par rapport à ça, une frustration par rapport à ça. C'est de l'accompagner. Mais effectivement, l'enfant peut faire plein de choix, faire des erreurs. Puis des fois, en tant que parent, c'est qu'on ne veut pas que l'enfant il vive ces émotions qu'on juge comme étant négatives, mais qu'au final, toutes les émotions sont tellement importantes à vivre. Puis ils vont les vivre un jour ou l'autre, de toute façon. Fait que je pense que c'est mieux de les accompagner adéquatement dans l'acceptation de ces émotions-là que d'essayer de les faire éviter de vivre des échecs ou peu importe. Là. Comment on fait d'ailleurs pour accompagner les enfants dans leurs émotions? Est-ce que tu peux nous donner des trucs là-dessus? Bien, certainement. Dans le fond, moi, ce que j'aime beaucoup dire en premier, c'est comment, en tant que parent, toi, tu vis tes émotions. Souvent, ça, c'est déjà en partant, là, c'est souvent un choc pour les parents en disant « Ouais, tu sais, moi, des fois, quand je suis fâchée, c'est vrai que je crie. » Puis, le parent me rapporte que son enfant crie aussi quand il est fâché. Mais souvent, puis les enfants apprennent ce qu'on appelle l'apprentissage par modèle. Ils vont beaucoup apprendre par ce qu'ils voient. Puis les parents, c'est des personnes importantes pour eux. Fait que souvent, quand les parents vont agir d'une certaine façon, les enfants vont avoir tendance à reproduire ces comportements-là. Fait que ce soit avec la colère, que ce soit aussi avec l'anxiété, le stress. J'avais dit que j'allais faire ça et quand je fais ça, je me trouve assez nounoune, là. Mais tu sais, le discours qu'on entretient envers nous-mêmes en tant qu'adulte peut ensuite avoir une influence sur l'enfant qui lui aussi va dire « Mais là, je me suis trompée, je me suis trompée dans mon horaire, je me trouve nono, etc., etc. » Fait que je vous dirais que la première chose, c'est aussi de regarder comment nous-mêmes, on vit nos émotions, puis c'est quoi aussi nos tendances. Est-ce que habituellement, j'ai tendance à vouloir trouver une solution à tout prix? Si c'est le cas, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne faut pas une solution à tout. Je vous le dis tout de suite. Là. Puis des fois, il n'y en a pas de solution à part vivre ton émotion. Aussi plate que c'est, là, ça se peut que ça soit ça la solution. Fait que des fois, quand... Je m'excuse de t'interrompre, mais est-ce que c'est trop de laisser vivre l'émotion? Admettons, là, un enfant qui est, je ne sais pas, là, il est vraiment triste là, pour une raison que, bon, en tant que parent, on se dit, bon, tu sais, on essaye de relativiser, puis bon, c'est pas si grave, là, tu sais. Puis là, bon, mon Dieu, l'enfant, il est parti dans une émotion incroyable, puis là, tu sais, des fois, moi, je sais que les miens faisaient ça, des fois, quand ils étaient petits, ils se regardaient pleurer devant le miroir, tu sais. Il leur arrivait une petite bêtise quand ils se déshabillaient, mettons, puis là, mon Dieu, ils pleuraient, puis là, ils se regardaient pleurer, tu sais. Puis moi, je ne dis pas que je faisais la bonne affaire, mais je t'ai portée à dire, là, regarde-toi pleurer, là, ah oui. J'ai eu à un moment donné cette réflexion-là, tu sais, parce que, tu sais, faut pas. Je pense qu'en tant que parent, il faut doser, mais est où justement cette ligne-là où, tu sais, on n'embarque pas trop dans le drame de l'enfant, puis en même temps, on y laisse, on brime pas, disons, son émotion qui monte. Bien, par exemple, ce que j'ai envie de dire, c'est que puis souvent, ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, puis que moi-même, je pense, là, on va se le dire, là, dans le sens que, ben là, c'est donc bien exagéré. Hey, là, c'est toujours bien juste un jouet que... Mais pour l'enfant, dans sa perception, c'est l'enfer. Il ne pourrait pas avoir pire. Des fois, de se placer aussi dans l'enfant qui a fait une construction, puis un élève qui le pousse, construction par terre, il a passé les 20 dernières minutes de sa vie à construire cette construction-là, puis à s'imaginer qu'il allait jouer à tel jeu avec cette construction-là, puis là, il n'aura pas le temps parce qu'il faut qu'il remonte sa construction. C'est sûr que lui, il vit une peine immense. Même si moi, de l'extérieur, je suis comme, tu l'as refait, ta construction, puis c'est tout, là. Mais pour lui, c'est important. Fait que je vous dirais que, ça, c'est important, je pense, d'essayer de se mettre à la place. Mais effectivement, c'est sûr que si l'enfant, ça fait comme 1h30 là, qu'il pleure de ça, là, c'est sûr que, par exemple, on va essayer de l'accompagner sans dire, ben là, arrête de pleurer. On essaie le plus possible de ne pas banaliser l'émotion. Ou de fermer la porte comme à cette émotion-là, comme si ce n'était pas correct. On va davantage essayer de dire, est-ce que ça tente qu'on fasse des respirations ensemble? Des fois, ça l'aide, ça, à arrêter de pleurer. On va l'accompagner à trouver des solutions, pas des solutions, en fait,
c'est pas des solutions que je veux dire, des stratégies davantage. Parce que des solutions, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Mais des stratégies, ça, souvent, on en a. Fait que il y a la stratégie à la base, c'est de vivre l'émotion, évidemment, qu'elle va être là. Mais ensuite, les stratégies qui viennent à mais comment je fais pour accueillir mon émotion? Puis ensuite, comment je peux faire pour qu'elle soit moins présente? Tu sais, qu'elle soit moins. Parce qu'il y en a qui se sentent envahis là, par les émotions. Fait que comment je fais pour qu'elle soit moins envahissante pendant un certain temps? Mais en même temps, des fois, si l'enfant pleure pendant un certain nombre de temps, ça se peut parce qu'il a envie, il avait besoin de ça. Il avait peut-être eu envie durant la journée de pleurer, mais il s'est retenu. Puis, tu sais, moi, je donne beaucoup l'exemple de la poubelle. Tu sais, la poubelle avec un bouchon, tu sais, ça s'empile des fois, puis ce qu'on voit, nous, c'est la poubelle qui déborde, puis là, ça finit en pleurs, en cris. Tu sais, des fois, les parents vont me dire, je ne sais même pas pourquoi. Son frère l'a accroché, puis elle s'est mise à hurler, puis à crier, puis à pleurer, mais il l'a juste accroché, là. Mais la poubelle était probablement pleine à ce moment-là. Fait que, tu sais, des fois, on ne sait pas non plus tout ce que l'enfant a vécu, fait que dans sa journée, dans sa semaine. Fait que des fois aussi, de faire verbaliser l'enfant sur qu'est-ce qui fait autant de peine là-dedans, mais des fois, ça peut aussi faire du bien. Puis c'est ça aussi, ça revient à la communication. Si on prend l'habitude de tout le temps raconter la journée de l'enfant, quand ça se passe mal, il va le raconter aussi. Tandis que si on est comme, j'ai pas le temps, tasse-toi, ça m'intéresse pas, là, ce que tu fais en maternelle, l'enfant, il ne sentira pas que c'est valide aussi de le raconter quand ça s'est mal passé, là. Effectivement. Effectivement, puis comme toute émotion aussi, de voir qu'on n'est pas le seul à le vivre, ça normalise beaucoup aussi l'émotion. Fait que si je me rends compte que mon parent, je ne vois jamais mon parent pleurer, disons. Puis moi, j'ai envie de pleurer. Mais, tu sais, est-ce que je peux pleurer? Tu sais, mes parents, moi, ils ne pleurent pas, là. Ça l'amène, cette réflexion-là, tandis que si mon parent pleure, puis que je m'en vais le voir, puis tu sais, que le parent explique à l'enfant, hey, j'ai de la peine, fait que tu sais, je pleure, j'ai envie de pleurer parce que j'ai de la peine, puis ça m'arrive, il m'est arrivé quelque chose de difficile aujourd'hui. L'enfant comprend que ça arrive à tout le monde, même aux adultes, même à mes parents. Fait que ça normalise aussi, puis ça fait en sorte que l'enfant, après, il se sent moins mal de vivre cette émotion-là, puis il est en mesure de l'expliquer, parce que là, vous lui avez montré un modèle aussi. Fait que c'est tout ça aussi qui... puis ça peut être un modèle autant de vivre l'émotion, mais aussi des modèles de stratégie, comme si vous faites, par exemple, de la méditation, du yoga, si vous respirez, si vous dites j'ai besoin d'un moment seul, puis vous vous retirez, par exemple, ça peut être plein de beaux modèles d'apprentissage pour l'enfant. C'est ça, puis justement, là, seul se retirer, tu sais, souvent les parents vont dire c'est correct, elle est partie dans sa chambre toute seule, elle n'a pas fait une crise, elle n'a pas frappé son frère, elle n'a pas, tu sais. Mais c'est sûr que si elle est partie en vous disant qu'elle a claqué sa porte puis on n'en reparle plus jamais, tu sais, je pense quand même qu'il faut faire une rétroaction après. C'est mieux que d'avoir frappé tout le monde, mais tu sais, il y a quand même, tu peux t'en aller doucement et dire je vais prendre mon temps sans claquer les portes, partir en boudin puis on n'en reparle plus jamais, là. Effectivement, le retour est nécessaire. Est-ce que les enfants sont capables de faire des rétroactions? Parce que souvent, quand on en reparle plus tard, ils veulent comme pas en reparler, ils sont un peu gênés de comment ils ont agi, puis ils veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quand même la rétroaction, même si là, l'enfant, ça le ramène dans son émotion négative, puis se remet à pleurer ou se remet à être en colère? C'est vraiment une très bonne question. En fait, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, mais est-ce que les enfants sont capables de faire une rétroaction? Oui. Comme je vous dis, la profondeur dépend aussi de l'âge de l'enfant. C'est sûr que quand l'enfant est jeune, ça ne peut pas être une rétroaction qui est faite des heures le lendemain. Là, c'est ça. Exactement. C'est beaucoup trop long. Là. Tandis que, justement, un enfant plus vieux, mettons, je vais dire fin primaire exemple en 6e année, que lui, il ne veut pas en reparler tout de suite, c'est correct. Là. Mais effectivement, d'en reparler, je respecte ton choix de ne pas vouloir en reparler tout de suite, mais j'aimerais ça qu'on en reparle quand même parce que pour moi, c'est important. On nomme notre besoin en tant que parent aussi. On nomme notre préoccupation, par exemple, des émotions de l'enfant, mais aussi de respecter les limites que l'enfant nous donne. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que c'est un défi pour plusieurs parents. Puis c'est même un défi pour les enfants, des fois, de le dire comme, j'ai pas envie d'en parler. Des fois, ça, de dire ça, c'est difficile pour eux. Mais ensuite, quand ça ne se fait pas respecter, là, c'est souvent là qu'on va voir que l'émotion va remonter, que là, ça va réactiver quelque chose, une frustration, de la colère, de l'incompréhension, un sentiment, en fait, d'être incompris par son parent. C'est souvent ça qui va ressurgir chez l'enfant.
Tandis qu'en tant que parent, même nous, des fois, on a envie de « là, j'ai pas envie d'en reparler tout de suite, on va en reparler un peu plus tard. » Puis c'est correct, puis c'est sain, ça, parce qu'en fait, l'enfant, ça veut dire qu'il a une connaissance de lui-même, de ses limites, de ses émotions, mais effectivement, c'est important d'en reparler. Puis des fois, c'est pas obligé d'être long, là. Des fois, on pense qu'un retour, ça doit être 30 minutes, mais des fois, c'est la prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour t'aider? Qu'est-ce que toi, tu pourrais faire? Qu'est-ce qui t'a aidé dans la situation? Tu sais, des fois, de pointer des points qui sont importants pour soi en tant que parent, mais aussi qu'est-ce qui pourrait aider l'enfant. C'est ça, puis au calme aussi, si l'enfant va mieux comprendre que sur le moment, dans la grosse crise de larmes, peut-être qu'on ne comprendra pas là, les conseils qu'on veut lui donner et tout. Là, donc, d'en reparler au calme, ça peut être une bonne habitude à prendre, je pense. Exactement. Puis surtout, que tu sais, aussi, là, je vous parle de stratégie, c'est sûr que quand l'enfant est en crise, pas le meilleur moment, je vous dirais, d'introduire des stratégies d'autorégulation. Mais c'est pour ça qu'on apprend ça avant que ça arrive. Fait que, tu sais, à un certain moment, tu sais, quand ça va bien, là, vous êtes sur le divan, vous faites des respirations. Fort à parier que votre enfant va dire « Ah, qu'est-ce que tu fais? Je fais des respirations, ça me calme. Veux-tu essayer avec moi? » Il essaie, il embarque là-dedans. Après ça, c'est plus facile que quand il est en crise de dire « Te rappelles-tu des respirations? Si tu as envie, c'est disponible n'importe quand. » Tu sais? Fait que ça, je trouve que c'est des bons rappels, mais effectivement, introduire des choses quand c'est pas un état de calme, discuter quand la personne n'est pas disponible, c'est jamais une bonne solution, là, selon moi. Exact. Puis de connaître les émotions, d'être capable de les nommer. Là, nous, dans les boîtes de maternelle, même des fois un petit peu en première, on fait des activités là, sur les émotions. On a des images, il faut qu'ils identifient les émotions, c'est sous forme de jeu. Bien, s'ils les connaissent, les émotions, bien, après, ils vont être capables de le nommer plus. Là, que si on n'a jamais parlé de ça, c'était quoi la colère, l'anxiété quand ils arrivent sur le moment, bien, ils ne sauront pas comment le nommer non plus, puis ça ira pas mieux. Totalement. Puis ça, c'est la base, c'est de parler des émotions, de les connaître. C'est sûr que s'ils ne les connaissent pas, ça devient difficile d'être capable de mettre des mots là-dessus là, parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Pour ça, il y a par exemple des livres comme ici, j'ai La couleur des émotions que j'aime beaucoup. Puis là, il y a aussi un livre en 3D super pertinent. Que ça parle d'émotions, que ça nomme certaines émotions. Puis, en tant que parent aussi, tu peux, toi, nommer tes émotions que tu vis, puis ça l'aide aussi à comprendre. Puis, de nommer aussi, des fois, les manifestations autant physiques que ce que tu vois. Par exemple, si ton enfant, tu remarques qu'il est fâché, qu'il y a un conflit, par exemple, avec la fratrie, puis tu sens qu'il se passe quelque chose, tu l'entends crier « Ah, je pense qu'il y a quelqu'un de fâché parce que j'entends crier vraiment fort. » Fait que, tu sais, de nommer « Ah, fait que l'enfant comprend qu'un indicateur de la colère peut être le fait que je monte le ton, peut être que je fronce les sourcils. » Des fois, c'est plus facile pour les enfants à la base, de s'ancrer dans leur corps, dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils ressentent, en fait, dans ce qu'ils ressentent dans leur corps, plutôt que ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Parce que c'est quand même plus complexe, plus... c'est pas vraiment... comment on dit ça? Concret, là. Oui. C'est ça, c'est beaucoup plus abstrait, les émotions. Même quand on y pense, nous-mêmes, en tant qu'adultes, des fois, on va vivre des émotions, puis on va pleurer, on ne saura plus si on est triste ou en colère. Ouais. Il y a beaucoup de choses, même pour les adultes, c'est complexe. C'est que des fois, pour les enfants, c'est sûr que c'est un monde nouveau, là, fait qu'ils ont besoin d'accompagnement aussi là-dedans. Là. Quand on est en famille avec plusieurs enfants là, dans la même famille, puis qu'on a un enfant, exemple, moi j'aimais beaucoup l'image, je pense que j'en ai déjà parlé, Marika, il y a des enfants, je m'étais fait dire ça je pense que c'est une psychologue qui m'avait dit ça, il y a des enfants pissenlits, puis il y a des enfants orchidées. Donc, l'enfant orchidée, il faut vraiment que tu en prennes plus soin, il faut que tu l'arroses. Il demande plus que le pissenlit qui, lui, ben, il fait ses affaires, puis il n'y a jamais trop de problèmes, puis il pousse un peu partout. Donc, comment on fait en tant que parent quand on a un enfant qui demande plus d'attention, qui demande pour pas justement brimer l'émotion de l'autre enfant ou créer des émotions là, négatives chez l'autre enfant parce qu'on doit s'occuper plus d'un autre, là. Mm-hmm. Mais en fait, c'est que souvent, l'accompagnement va être fait dans la fratrie au complet. T'sais, habituellement, c'est comme pas nécessairement envers un enfant parce que les émotions, peu importe si l'enfant, par exemple, va avoir
tu sais, de l'impulsivité ou de l'hypersensibilité ou va ressentir les émotions plus intensément, ça reste que les émotions, c'est un concept qui est central pour tout le monde. Fait que même l'enfant qui n'est pas concerné, exemple, qui fait moins de crise qu'un autre, ben, il va quand même être concerné par les émotions. Fait que, à la base, quand c'est en prévention, fait que pas en crise, là, tout le monde bénéficie de ça. Quand c'est la crise, le parent, en même temps, ne prend pas la place de l'enfant, dans le sens que c'est pas non plus aux parents à devoir tout gérer et à trouver comme la stratégie qui va marcher cette fois-là pour mon enfant. En même temps, l'enfant, il faut qu'il y ait une autonomie aussi au niveau de qu'est-ce qui fonctionne. Puis ça se peut qu'il essaie, ça se peut qu'il essaie pas. Puis en même temps, ça fait partie de ses apprentissages. Après ça, vous allez pouvoir reprendre dans le retour. Mais aussi, l'enfant qui est là, qui est témoin de ça, ben voit des choses aussi. Puis vous pouvez le nommer. Là, je pense que ton frère ou ta soeur est fâché. Tu sais, l'entends-tu crier? Quand on a les sourcils comme ça, c'est quand on est fâché. Des fois, ça peut le faire comme ça. Des fois, quand c'est de la peine, souvent, on va voir de l'impuissance chez l'autre enfant. Qui va vouloir comme consoler son frère ou sa soeur qui vit de la peine, fait que accompagner aussi, parce que tu sais, dans le sens que tout le monde vit des émotions quand il y en a un qui vit une émotion, j'ai l'impression. Tu sais, dans une famille, c'est comme un peu ça. Quand il y en a un qui est frustré, l'autre se sent impuissant, là, des fois, toi-même, tu peux te sentir frustré par la frustration de l'autre. Souvent, je trouve que ça va comme ensemble. Mais effectivement, tout va aussi en fonction des besoins de l'enfant. C'est important. Des fois, vous pouvez même dire, présentement, je dois plus être avec ton frère ou ta soeur parce qu'il a besoin. Mais si c'était toi, est-ce que tu penses que je serais là aussi pour toi? Ben oui. Fait que là, tu sais, ça l'entraîne quand même une discussion. Fait que, de s'assurer que l'enfant comprenne puis d'être empathique aussi envers ce qu'il vit, parce que c'est sûr qu'il vit quelque chose, même si c'est pas lui qui a vécu directement la situation. Exact. Puis même si c'est pas lui qui a fait l'erreur ou qui a eu le comportement inadéquat, ben faut pas juste dire « Ah, ben lui, il a été correct, on le met de côté, on n'en parle pas », parce que c'est une bonne façon aussi de lui apprendre pendant que lui est calme, ben ça, tu sais, on fait pas ça, tu le vois, puis pas juste qu'il comprend pas trop, surtout s'il est très jeune. Non, mais je comprends pas trop, mon frère fait une crise, mais c'est parce que, tu sais, ton frère, c'est pas un méchant, là, il y a eu une situation, puis elle n'a pas peur, puis d'expliquer aussi. Puis des fois, par exemple, un enfant va frapper son petit frère ou sa petite sœur, bien là, on va chicaner l'autre, mais on ne revient pas vraiment avec celui à qui c'est arrivé. Il ne faut pas que tu aies peur de lui, c'est un accident, il ne le fera plus, si ça arrive, tu viens nous voir. C'est important aussi la rétroaction sur l'autre enfant, là, soit qui a été témoin, comme tu as dit, ou qui a subi les actes. Effectivement. Excuse-moi, Claudia, voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, non, ben moi, j'aimerais ça ça m'a fait penser à la fameuse crise de Bacon là, qu'on appelle, ou la crise de centre d'achat. Là, il y en a plus d'un 20, j'ai l'impression, des crises de centre d'achat. Mais c'est où on intervient quand il y a une crise. Moi, je l'avais vécu personnellement dans un centre d'achat. Dans un centre d'achat. Une vraie crise de centre d'achat. Puis là, tu as le jugement de tout le monde parce que tu n'as pas envie de céder. Puis tu te dis dans ta tête, c'est pas très sain si je cède parce que j'ai dit non, mais en même temps, là, tu as le jugement, il y a le jugement dans la figure de beaucoup de gens autour. Fait que comment qu'on la gère, là, cette fameuse crise-là? Et puis ça c'est aussi le malaise que le parent ressent. C'est ça qui est difficile, je pense, à gérer dans ça. Parce qu'en fait, l'enfant, il faut comprendre qu'une émotion va souvent être associée aussi à un besoin ou un désir qui n'est pas répondu. Fait que, tu sais, si par exemple, l'enfant voulait vraiment beaucoup cette poupée-là, qu'il avait vue, puis il s'imaginait déjà en train de jouer avec à la maison, puis qu'on dit non, c'est sûr que ça vient le heurter. Mais il a besoin d'exprimer ça. Dans les faits, là, qu'il fasse le bacon à terre, ça va durer habituellement, là. Ça ne dure pas full de temps non plus. Puis ce que j'aime dire... C'est des minutes interminables pour un ça, je suis d'accord. Parce qu'en fait, ce que j'aime faire, c'est de beaucoup aussi avoir un discours empathique. Fait que, nommer ce qu'on pense que l'enfant ressent, puis de normaliser. Je comprends que tu sois déçu. Je le sais, tu la voulais, la poupée, là, puis je comprends parfaitement, mais à la maison, il y en a d'autres poupées, puis je le sais que c'est elle que tu voulais quand même, là, mais tu vas la revoir quand on va revenir au centre d'achat, tu vas repasser à côté, on pourra lui dire bonjour. Tu sais, puis souvent,
quand on accueille l'émotion de notre enfant, il a tendance à la base à se calmer. Parce que souvent, il se sent compris. Puis là, ça vient chercher son besoin de sécurité, que ça, tous les enfants, tous les humains, en fait, ont ce besoin-là. T'sais. Le besoin de sécurité devient de plus en plus, je me rends compte que je peux exprimer mes émotions avec mon parent. Je me rends compte qu'il me comprend quand même. Puis, effectivement, j'ai une insatisfaction, mais l'émotion est faite. Fait que je vous dirais, en tout cas, j'ai pas la réponse magique, mais j'ai l'impression que de laisser l'enfant vivre son émotion, puis de normaliser, puis d'avoir un discours bienveillant envers quelqu'un. Je pense que c'est le meilleur qu'on peut faire, même si le malaise est vraiment présent. Puis en même temps, je me dis, le nombre de paires de yeux qu'il y a, Ils l'ont vécu aussi. pas mal certaine qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Puis tu sais aussi, c'est sûr que si on cède, ben il sait que c'est une technique qui fonctionne. Puis c'est pas parce qu'il n'est pas intelligent qu'il fait ça, au contraire, il est intelligent puis il a compris qu'en faisant ça, il allait avoir tout ce qu'il voulait. Tu sais, là, on parle de la crise au centre d'achat, mais ça peut être à la maison aussi. S'il a compris qu'en criant puis en frappant, il va l'avoir parce que là, le parent ne sait pas trop comment gérer. Mais si on ne cède jamais, on va avoir une fois à gérer, une fois une grosse crise, mais il ne va pas recommencer, il va avoir compris justement avec ça ne fonctionne pas cette technique-là, puis qu'on est mieux de le demander avec des mots, bon, peu importe la stratégie choisie, mais c'est ça, céder. Même si on est mal à l'aise, il va le refaire. Là. Ça va être juste plusieurs malaises. Effectivement. Puis tu sais, en même temps, est-ce que ça se peut que cette fois-là, on ne cède pas puis que ça se reproduit? Oui, c'est possible. Fait que si, en tant que parent, vous vous dites, mais là, moi, j'avais pas cédé puis c'est arrivé 4 autres fois, c'est correct, ça aussi, c'est normal. Puis, mais au final, Marie, elle a raison quand même qu'il y a fort à parier que plus vous cédez à une situation comme ça, ben les enfants, là, c'est tellement brillant. C'est pas long qui associe. Ah ouais, je fais ça, ben je vais le faire pour avoir ça. Et là, ça devient, c'est pas impossible à déconstruire, mais à ce moment-là, c'est quand même beaucoup d'efforts, autant d'efforts en fait qu'au début, ce qu'on essaie de mettre en place. Là. Comment on déconstruit ça, justement, là, que ce soit une situation comme ça, ou par exemple, une règle, tu sais, ça, je sais pas, là, on a toujours mangé avec les téléphones cellulaires, les iPads, puis là, tout d'un coup, on veut plus, on veut, tu sais, que le souper se fasse. Comment on fait pour changer quelque chose du jour au lendemain, puis là, l'enfant, il veut pas, parce qu'il est habitué avec autrement, ou il a tout le temps crié, puis là, ça marche plus. Comment on fait là, pour déconstruire quelque chose que c'est ancré dans les habitudes de l'enfant? Ah, c'est bon. Mais en fait, je vous dirais que ça serait dans le discuter, d'expliquer la règle et le changer. Puis souvent, puis je vous dirais même idéalement, il faut que la règle soit logique. Il faut qu'il y ait comme un sens. Parce que s'il n'y a pas de sens, autant pour vous que pour l'enfant, moi, des règles qui n'ont pas de sens, je n'ai pas envie de les suivre. Puis au même titre que les enfants, puis au même titre que tout le monde. Fait que normalement, si ça fait un sens, par exemple, les cellulaires à la table, mais de dire là, à partir d'aujourd'hui. Puis tu sais, des fois, ça peut y aller graduellement. Par exemple, si tous les soupers, tous les dîners, vous aviez le cellulaire dans les mains, mais peut-être dire là, maintenant, les dîners, on n'aura pas de téléphone parce que j'ai envie qu'on discute ensemble. J'ai envie qu'on passe un moment de qualité ensemble parce que je trouve qu'on se parle pas quand on est sur nos téléphones. Puis, fait que là, tu sais, puis là, j'ai parlé avec ton frère, j'ai parlé, tu sais, quand on a parlé la dernière fois, on s'était dit ça aussi, qu'on aimerait ça passer plus de temps ensemble. Là, ça devient à faire du sens pour tout le monde, puis aussi écouter les inconforts que ça peut créer, les malaises, parce que c'est normal, quand on change une règle, quand on change quelque chose, en fait, il y a un déséquilibre. Jusqu'à temps qu'on retrouve un équilibre. C'est normal. Fait que dans le déséquilibre, des fois, il peut se passer beaucoup de choses, comme des crises, comme des « c'est injuste, je vous aime plus », ça aussi, ça peut arriver dans le déséquilibre. Puis à un moment donné, on retrouve un équilibre. Fait qu'à ce moment-là, au début, si vous pouvez commencer graduellement, c'est le fun. Si c'est pas possible, parce qu'on se souvient qu'il faut quand même garder une cohérence, fait qu'on privilégie toujours la cohérence dans tout ça aussi. Là. Ben, on a un parent qui nous dit que c'est un test, là, la crise de centre d'achat. Est-ce que si l'opinion des autres a un impact sur nous en tant qu'adultes? Effectivement, c'est un test. C'est ça, exact. Puis même si les autres jugent, c'est pas eux qui vont gérer les prochaines.
Puis, il faut quand même faire nos choses puis se dire, ben moi, si j'étais à la maison, ça se passerait comme ça, ben je vais agir comme ça aussi. Tantôt, j'allais ajouter à la crise que j'ai vécue pour vrai avec un de mes garçons. Il y a une personne, je ne sais pas si elle est parent ou si elle était intervenante, mais elle est venue me taper sur l'épaule et elle me dit tu fais la bonne affaire. Ça va passer, puis personne ne va s'en rappeler, puis toi, tu vas après ça, tu vas. Il y a vraiment une personne qui était venue comme me rassurer. Oui, c'est ça. C'est tout ça, tu sais, il y a l'encouragement. Tu sais, des fois, on pense que c'est des regards de jugement, mais en fait, c'est des regards Des fois, c'est bienveillants. juste. Effectivement, tu sais, effectivement, oui. Mais effectivement, là, c'est vrai que. Et puis, tu sais, c'est normal aussi que le regard des autres est important pour nous. Tu sais, on grandit quand même dans une société comme ça. Je veux dire, c'est pas anormal que vous ressentez ce malaise-là, là, au contraire. Mais effectivement, que c'est un défi. Puis, tu sais, que vous en soyez conscient que c'est un défi, je veux dire, c'est déjà un très bon pas, là. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, souvent, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt sur les familles recomposées. Tu sais, on dirait qu'on veut tellement, donc, pas que nos enfants nous détestent. Puis, ah ben là, je vais y acheter, sinon il m'aimera plus. Ou, ah là, il a dit qu'il me détestait. Mais tu sais, c'est pas ça, c'est sur le coup de la colère. Puis, il va bien plus vous aimer après si tout se passe bien que si c'est la crise à chaque jour, de tout le temps être en train d'essayer, puis là, finalement céder, puis de pas trop avoir de structure. Tu sais, même si faut comme le casser à un moment donné, j'ai l'impression de, tu sais, OK, ben là, on va changer les choses, on va bien le faire. Non, ça se passera pas comme ça. Oui, t'es triste. Et puis de le faire avec lui, de communiquer, que de jamais savoir quoi faire, puis de finalement, qu'au final, ça continue toujours les crises, ben ça ira pas mieux non plus, là. Tout ça parce qu'on a voulu qu'il nous déteste pas, là. Exactement. Ouais, ça, c'est vraiment important en école à la maison. Là. Tu sais, j'aimerais ça que, Fabienne, que tu nous parles un peu des trucs parce que ça, on le vit des fois. Tu sais, mettons, un matin, bon, nous, dans notre horaire, on avait prévu de faire telle activité. Puis là, finalement, on a une rébellion à la maison. Là, l'enfant veut vraiment pas. Puis, tu sais, en école à la maison, on a cette flexibilité-là de pouvoir dire, ben, tu sais, on va changer pour faire autre chose. Mais, tu sais, est-ce qu'on rend service à l'enfant quand on fait ça? Est-ce que, tu sais, tantôt tu parlais, il ne faut pas être trop rigide, mais il ne faut pas être trop flexible non plus. Donc, tu sais, comment on fait, là, mettons qu'on a un contexte comme ça où un matin, les enfants veulent vraiment. Puis je dis en école à la maison, mais ça peut être pour les devoirs le soir, ça peut être pour. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'aimerais, si j'irais dans la tangente de c'est quoi le besoin de l'enfant là-dedans? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas l'énergie pour ça? Il a mal dormi. Ça l'arrive, là. Puis je veux dire, nous autres aussi, ça nous arrive. Fait d'être empathique justement à bon, tu as mal dormi. On me demande de faire des mathématiques, puis c'est la matière que j'ai le plus de misère. Puis là, j'ai mal dormi, il faut que je me concentre pour faire mes mathématiques. Ça ne me tente pas à la base des mathématiques. Ça fait beaucoup de. Demander à l'enfant, ça serait quoi la solution? Quelle solution tu me proposes? Tout dépendamment de l'âge, évidemment, mais quand même très jeunes, les enfants ont souvent d'excellentes solutions, puis souvent très créatives aussi. Fait que des fois, ils vont juste dire ben j'aurais besoin d'un 5 minutes là, pour relaxer. Des fois, ça va être juste ça. Puis nous, dans notre tête, on cherchait déjà à remplacer la période au complet de mathématiques. Tandis que ce qu'il y a besoin, une petite pause. Fait que des fois, ça peut être ça. C'est ça, de nommer c'est quoi le besoin. En fait, que l'enfant nomme c'est quoi son besoin, de l'accompagner aussi à le nommer, à essayer de trouver des solutions, mais toujours en se basant sur c'est quoi mon objectif, qu'est-ce que moi j'avais nommé à l'enfant qui est important, puis effectivement qu'il y a matière à le faire différemment. Si vous êtes, par exemple, vous faites l'école à la maison, est-ce que le fait d'aller enseigner dehors, ça serait quelque chose qui ferait différent, que ça motiverait les troupes, tu sais, l'amener, puis tu sais, des fois, l'amener souvent en faux choix. Tu sais, est-ce que tu aimes mieux qu'on fasse ça ensemble à la table ou qu'on le fasse dehors dans le gazon? Souvent, puis ça donne un sentiment de contrôle, mais au final, le choix, c'est vous qui le décidez, là. Mais ça donne vraiment un sentiment de contrôle à l'enfant, puis ce sentiment-là, souvent, fait en sorte que, c'est moi qui ai décidé ça. Fait qu'aujourd'hui, on fait ça à cause que moi, j'ai décidé. Mais des fois, c'est pas toujours le cas, dans le fond, parce qu'au final, c'est vous qui avez mis les choix en place, on s'entend. Mais ça peut être autant ça. Ça peut être aussi de, tu sais, par exemple, tantôt, on parlait de faire la routine comme de la semaine. Peut-être que c'est plus difficile aussi pour les plus jeunes, notamment là, de se projeter comme jusqu'à vendredi. Ça fait loin. Là. Fait que des fois, peut-être. Par jour, oui. Exactement, par jour ou par avant-midi, après-midi, de dire bon, là, qu'est-ce que tu attends de faire entre le français ou les mathématiques?
Mais tu sais, en nommant toujours qu'au final, il va falloir faire les mathématiques. Mais les mathématiques vont revenir dans les choix de toute façon qu'on va nommer par la suite à l'enfant. Fait que ça peut être des pistes, je dirais, qui peuvent être intéressantes. Je ne sais pas si ça répondait, Claudia? Oui, ben oui, tout à fait. On en avait proposé aussi là, des techniques comme ça, justement, aux parents. Là, fait que c'est intéressant, t'en parles pour, justement, là, de donner l'impression, là, tu as un texte à écrire, tu peux l'écrire en rose aujourd'hui. D'habitude, non, là, mais aujourd'hui, tu peux l'écrire en rose. Tu sais, des fois, juste ça. Ça a donc bien l'air le fun, tout d'un coup, là, où, OK, aujourd'hui, dehors, tu sais, des choses comme ça. Puis, j'avais dit à une mère la semaine dernière, dans sa grille, là, elle, avec l'enfant qui était plus vieux, je pense en 4e année, faisait la grille pour la semaine, bon, plaçait ses matières lui-même. Il peut avoir là, des petites cartes Joker, là, si on veut, à rajouter. OK, période de jeu. OK, cette fois-là, mettons, je peux écrire à l'ordinateur, des choses comme ça, qu'il peut utiliser, mettons, une fois dans la semaine, une fois dans la journée, vous gérez vous-même, mais que l'enfant a vraiment l'impression que, hey, là, je fais rien, mais dans le fond, c'est juste une petite pause, puis là, il est content d'avoir décidé. Ça peut être des détails comme ça qui font que le reste de la journée va bien se passer. Là. Effectivement. Puis, tu sais, c'est peut-être une fausse conception, mais j'ai l'impression aussi que à la maison, les parents, ils sont créatifs, là. Je veux dire, on enseigne dans un cadre qui est comme pas dans la majorité des cas, les enfants vont à l'école, suivre un programme dans une classe, tandis que là, il y a matière aussi à comme, là, il faut que j'enseigne ça, je ne sais pas trop comment faire, je vais essayer ça. Il y a matière aussi à cette créativité-là, fait que peut-être que c'est une fausse conception, mais je pense vraiment que les parents à la maison doivent avoir une créativité qui va amener à dire, les mathématiques, on va les faire en cuisinant, tu sais. Puis on va apprendre les fractions quand on fait un gâteau. Puis à la fin, on va manger notre gâteau, ça va donc être le fun. On va l'engager, hein? Oui, c'est ça. Faire les boîtes. Mais c'est ça, exactement nous, c'est justement ce que dans nos ça. boîtes, en fait. Oui. C'est ça. Wow! C'est ça. Tu viens de décrire nos boîtes, c'est ça. Tu sais, beaucoup de recettes, beaucoup d'expériences, du jardinage, de l'observation, tu sais, c'est ça. On a une mère qui nous disait, là, il y a 2 semaines, qu'elle a vu sur une ferme. On a dit, parfait, tu sais, il y a tellement d'éléments scolaires que les enfants peuvent faire à la ferme. Mathématiques, sciences, français, tu sais, allez-y, puis ils vont être dehors, puis ils n'auront pas l'impression d'être à l'école, là, comme toi, Claudia, le matin, là, tu disais, les enfants, tu sais, ils sont comme autonomes, mais ils font, tu sais, genre lecture, jeux éducatifs, petits cahiers, puis ils n'ont pas l'impression qu'ils font de l'école le matin, mais dans le fond, ils ont quasiment été plus efficaces que l'après-midi en faisant des vraies activités parce qu'ils ont l'impression de jouer. Le fait que c'est de jouer un petit peu avec ça, mais tu fais de l'école aujourd'hui de telle heure à telle heure, mais on peut quand même être flexible. Oui, puis un beau truc aussi, tu sais, c'est je me rappelle pas, je pense que je t'en ai parlé, Marca, puis le terme ne me revient pas, mais je pense qu'il y a un nom à ça, de porter une attention à un enfant comme moi, là, mon plus jeune, à tous les matins, depuis un bon bout de temps, on joue à Monstre, qui est un jeu avec des cartes. Ça prend 5 minutes, mais il sort le paquet de cartes à tous les matins, je m'assieds avec, ça me prend 5 minutes. On joue à ça, puis lui, après ça, là, je peux être libre de. C'est sûr, ils sont encore sous ma supervision, là, mais tu sais, je peux travailler à côté d'eux autres pendant qu'eux autres, ils font des choses, là, ils tombent dans ce qu'il y a à faire, puis il ne vient pas toujours. Puis au début, tu sais, c'était plus difficile, là, tu sais, parce que c'est ça, avant que je prenne ce temps-là avec lui le matin pour. C'est comme si ça le satisfait, là. OK, maman a pris un bout de temps, puis là, après ça, moi, je vais faire ma part, je vais la laisser travailler un petit peu pendant que moi, je fais autre chose plus toute seule. Là. Tellement, Claudia, puis ça me fait, dans tout ce que j'ai dit, j'ai oublié l'essentiel, puis c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est la relation avec votre enfant est super importante. La connexion que vous avez avec lui. Tu sais, justement, des fois, là, comme tu dis, Claudia, c'est 5 minutes, mais lui, ça l'a comblé là, pour l'avant-midi. Fait que d'avoir ce moment-là avec votre enfant, c'est full important. Puis aussi d'y aller dans le sens de leurs intérêts. Ça aussi, ça peut tout changer. Tu sais, un enfant que tu dis, on va faire des mathématiques ou on va faire des mathématiques, mais tu choisis ton personnage de la patte patrouille que tu incarnes aujourd'hui. C'est la différence. Pourtant, on fait la même affaire, mais il y a un des deux qui est en patte patrouille, puis lui, il aime vraiment ça, la patte patrouille. Fait que, tu sais, il y a aussi toute l'affaire d'intérêt d'enfant, puis ça passe dans la relation, parce que tu le connais, ton enfant, tu as passé du temps à essayer d'apprendre à le connaître. C'est ça, tu sais, puis de valoriser aussi les émotions positives, de le dire, là, c'était le fun, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, puis de le nommer autant que les émotions plus négatives, là, de tristesse, comme on a dit tout à l'heure, là, tu sais, de montrer que
de comment on manifeste ça quand on est heureux. Parce qu'il y en a aussi là, qui ont probablement le problème que quand ils ont trop de joie, ils ne savent pas non plus comment l'exprimer. Et effectivement, et totalement. Puis c'est important de le nommer, ça. Tu sais, des fois, quand on pleure de joie, c'est difficile à conceptualiser pour un enfant. Mais, tu sais, de l'exprimer, ça aussi. Puis des fois, c'est pas obligé d'être dans les extrêmes, tu sais. Mais, tu sais, le sentiment, puis il y a des sentiments plus complexes ensuite, là, tu sais. Il y a des émotions de base, mais ensuite, tu sais, la gratitude, la reconnaissance. Mais ça peut quand même être des choses que vous nommez à votre enfant, même s'il ne conceptualise pas nécessairement. Bien, il peut dire, « Ah, je comprends. Tu sais, moi aussi, je me sens comme ça suite à mon moment avec mon parent, tu sais. Vous avez passé un beau moment, n'hésitez pas à le dire à votre enfant, puis, tu sais, n'hésitez pas à lui rappeler que c'est important pour vous, puis... c'est vraiment important. Mais tu sais, il y a toute l'espèce de courant là, présentement d'être très reconnaissant de ce qu'on fait, puis de la gratitude, puis de remercier. Tu sais, les enfants aussi, c'est intéressant là, de les amener là-dedans, là, tu sais, justement à la fin de la journée, de ne pas juste nommer ce qui a mal été, mais aussi de nommer ce qui a bien été, pour essayer là, d'amener les enfants à être plus dans le positif que dans le négatif. Là, tu sais, il y en a, il y a des gens, j'ai l'impression, ils viennent au monde, ils voient tout le temps le verre à moitié plein. Il y en a d'autres qui voient le verre à moitié vide, mais je pense que ça s'apprend aussi, ça. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'on peut arriver à apprendre à vivre le plus en voyant les choses positives qui nous arrivent. Là. Bien, ça s'apprend, puis même que j'ai envie de dire que c'est souvent les enfants qui nous l'apprennent. Les enfants, je trouve qu'ils sont beaucoup dans le moment présent, ils sont beaucoup dans justement la simplicité de... Ils s'amusent avec des roches, tu sais. Puis ils sont vraiment là, sont vraiment heureux là-dedans. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre d'eux aussi. Fait que, depuis le début, je parle des parents, tu sais, qui apprennent aux enfants, mais définitivement, les enfants nous apprennent beaucoup aussi. Puis c'est important justement d'être à l'écoute d'eux puis de voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter aussi parce que c'est infini. C'est vraiment une relation de réciprocité, là, tout ça. Là. Oui, donc merci beaucoup. Là, on se fait rattraper un petit peu par le temps, mais c'est définitivement, on veut te réinviter là, sur notre podcast pour d'autres épisodes super intéressants. J'aurais continué toute la soirée là, si on avait pu. Donc, j'espère tout le monde que ça a répondu à beaucoup de vos questions sur autant la gestion des émotions que les différents professionnels. Si vous avez d'autres questions pour Fabienne, là, vous pouvez les écrire en commentaire, soit de la vidéo Facebook, YouTube, nous écrire sur le Facebook de Ma classe en boîte, puis on pourra là, lui poser dans des prochains épisodes si elle accepte de revenir avec nous, si on n'a pas été trop accaparante. Donc, c'est ça, vous pouvez réécouter la vidéo là, du podcast va être disponible sur YouTube et Facebook de Ma classe en boîte. Faites votre demande d'adhésion au groupe privé Ma classe en boîte pour tous pour avoir accès là, aux prochains épisodes en direct, sinon ça va être seulement en rediffusion sur les autres plateformes. Oui, c'est ça. Ben, c'est vraiment important parce qu'on ne diffusera pas à chaque fois sur le Facebook en direct. De l'entreprise en direct. Ben, puis même en rediffusion, là, je te dirais, là, on veut vraiment que ce podcast-là soit diffusé sur le groupe privé pour tous. Là. Donc, je vous invite vraiment à faire la demande d'adhésion. On accepte tout le monde. Là. Il n'y a pas vraiment de conditions là, pour vous ne devez pas être quelqu'un dans l'éducation, rien, non, c'est ça. Là. On accepte tout le monde. qui achète nos boîtes, là. C'est vraiment, puis là-dedans, Marika répond aussi à vos questions là, sur la pédagogie. Là. Oui, puis vous avez aussi beaucoup de matériel gratuit qu'on vous donne ici et là. Là. Donc, l'Halloween s'en vient. Je dis ça comme ça, il va y avoir des petites activités à faire gratuitement dans ce groupe-là. Donc, ça peut être intéressant de le joindre. Là. Donc, merci beaucoup, Fabienne. On a vraiment apprécié ta présence avec nous. On espère que tu vas revenir. Certainement, merci à vous autres. Donc, on se voit jeudi prochain pour le 3e épisode.